Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre sur l'immobilier qui est Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors ce livre il a été écrit par Xavier Prétéry. Alors c'est le seul livre que j'ai trouvé finalement sur les immeubles de rapport. Moi je voulais lire un livre sur les immeubles de rapport. C'est la seule personne qui l'a fait. Bon, alors du coup, je connaissais pas du tout la personne. J'ai dit, bon, je vais un peu lire ce qu'il dit. Alors bien sûr, comme la plupart des auteurs français, c'est toujours la même chose. Ils font des livres, mais leur but de faire les livres, c'est de pouvoir après vous refourguer par la suite leur formation, conférence ou je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours le même cirque. C'est pas des auteurs qui vous écrivent vraiment à 100% pour vous aider. Le but, c'est toujours, ils pensent à leur gueule. Comme dirait MJ Demarco. Le but c'est toujours après de vous vendre après plus des gros trucs qui leur font gagner beaucoup d'argent parce que le livre 20 euros forcément on va pas très loin, surtout qu'il y a toutes les taxes à enlever, surtout sur Amazon. En fait, si vous vendez un livre 20 euros, vous avez peut-être 2 euros. Donc vous faites le calcul pour avoir 10 000 euros par mois en gagnant 2 euros pour vendre un livre. Il faut vraiment vendre énormément de livres pour y arriver. Et en plus dans un truc spécifique sur l'immeuble de rapport. Bon, quoi qu'il en soit, le gars, il a un très bon état d'esprit, hein, quand même. Hein. Tout n'est pas mauvais à prendre, bien sûr, hein, même s'il y a ce côté français de vouloir à tout prix fourguer des formations, séminaires et autres. Donc des tunnels de vente, hein, ils font toujours automatiquement, ils écrivent des livres pour faire des tunnels. Il leur reste pas mal que le gars, il a un très bon état d'esprit, c'est beaucoup de choses. J'ai appris des choses que je connaissais pas, d'autres que je connaissais déjà. Hein, l'acte en main, ça je connaissais déjà. Je connais depuis longtemps. Je pense qu'il a déjà, forcément, il a étudié comme tout le monde lui-même des investisseurs immobiliers et c'est pour ça qu'il parle de même chose que je connaissais en fait déjà on le ressent, en tout cas je le ressens, mais il y a d'autres choses que je connaissais pas et j'ai trouvé ça intéressant. Tout le début du livre parle beaucoup du mindset, c'est-à-dire c'est même pas lié directement à l'immobilier, l'immeuble de rapport, et après seulement il vient sur la partie d'immeuble de rapport par la suite. Donc ouais, c'est seulement à partir de la partie 3 qui commence sur 4 qui commence à parler de l'immeuble de rapport et donc là on a déjà plus de la moitié du livre qui est passé quoi. Bon, alors on va commencer, on va en parler. Donc comme dit, sur la première page dès le début, on voit tous ces trucs, voilà, formation en ligne, machin et tout. Donc c'est vraiment fait dans le sens, oui bon, j'essaie de te fourguer mes formations, mes 4 formations. J'essaie de te donner forcément ma chaîne YouTube, mon Facebook, à la limite les sites web, les Instagram et tout ça, pourquoi pas les réseaux sociaux. Mais quand tu essaies tout de suite de fourguer les trucs, ça m'a un peu surpris personnellement, parce que je m'y attendais qu'il le fasse à la fin du livre ou pendant le livre, mais au début ça m'a un peu choqué. Bon, je me suis pas arrêté là, moi j'ai voulu quand même lire tout le livre, surtout que son état d'esprit est très bon, comme dit. Euh, donc c'était intéressant à lire, il y avait des choses à prendre, mais bon, après, pas tout forcément. Hein. Faut pas dire parce que le livre est bon, ah ouais, hop, je vais tout de suite prendre ces formations et tout. En général, de toute façon, ça change rien. C'est pas en suivant plus de formations que vous allez arriver, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Ce qu'il faut faire, c'est à un moment, il faut agir. Hein. Si vous voulez investir dans l'immobilier de rapport, ben, à un moment, il va falloir bouger votre cul, aller voir les immeubles de rapport et puis commencer à en acheter. Quoi. Ça sert à rien de lire tous les bouquins dessus. Bon, il y en a qu'un en français, comme dit, il n'y a que celui-ci. Et de faire toutes les formations sur l'immobilier, ça sert à rien non plus quoi. À un moment, oui, il faut étudier avant d'acheter, oui, parce que sinon on risque de perdre beaucoup d'argent, mais voilà, il faut surtout aussi à un moment se lancer et pas vouloir avoir tellement d'informations que finalement on n'agit pas. Donc, premier point que j'ai noté, je n'ai jamais été accro à la télévision, mais il y a bien un programme que je ne ratais pas, c'était Capital sur M6. Cette fameuse émission dédiée aux entrepreneurs qui réussissent. Un dimanche soir, en regardant mon émission favorite, Les Journalistes, il présentait un jeune banlieusard qui avait lancé sa marque de vêtements et qui avait réussi grâce à son bagou et sa détermination. Ce jeune a fait fortune grâce au textile et était devenu un vrai chef d'entreprise. Tout ce qui pouvait me faire rêver. Après cette émission, les choses ont basculé pour moi. Je voulais officiellement être un entrepreneur. J'avais raison, l'entrepreneur, c'est l'avenir. Alors là, bon, peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il dit pas vrai, mais dans tous les cas, ce qui est sûr qui est vrai, quand vous voulez regarder des choses,
pensez plutôt à regarder des choses qui sont liées à ce que vous voulez être. Si vous voulez être entrepreneur, regardez des trucs sur l'entrepreneuriat. Si vous voulez être investisseur, regardez des trucs sur l'investissement. Si vous voulez être, je sais pas, si vous voulez être programmeur, regardez des vidéos sur la programmation. Si vous voulez être, je sais pas, maçon, regardez des vidéos sur la maçon. Il faut que vous concentrez vos trucs sur ce que vous voulez être. Hein. Perdez pas votre temps à regarder des trucs qui ne servent à rien. Regardez plutôt des choses qui sont en rapport avec ce que vous voulez être. Donc c'est pour ça que je renotais ce point-là pour bien remettre le truc dans le sens. Voilà, vous voulez être entrepreneur, regardez des trucs sur l'entrepreneuriat, notamment le truc qui est très connu, c'est Shark Tank. C'est une des émissions que tous les entrepreneurs regardent et que je vous invite à voir aussi quoi. Si vous voulez faire une pause dans le moment où vous voulez pas, ce moment de travailler, vous êtes dans votre pause plutôt que de regarder quelque chose de totalement inutile, juste pour vous divertir, regardez en même temps quelque chose qui vous apporte quelque chose dans ce que vous voulez faire. Alors lui, c'est aussi un super fan qui a aussi lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Alors moi-même, je l'ai lu cette biographie qui était vraiment excellente. J'aurais d'ailleurs bien aimé lire des biographies, enfin des livres complets, pas juste des pages Wikipédia sur d'autres acteurs comme Arnold Schwarzenegger parce que c'est très 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 intéressant leur histoire. Il faut savoir que ce sont avant tout des entrepreneurs, des investisseurs bien avant d'être des acteurs. Hein. Faut pas croire qu'ils sont devenus des acteurs connus comme ça. Ils sont surtout devenus comme ça parce qu'ils avaient le bon mindset. Ils avaient un très bon mindset d'entrepreneur, d'investisseur et c'est pour ça qu'ils ont réussi aussi en tant qu'acteurs. Alors le point que j'ai noté, c'est Arnold réinvestissait chaque dollar durement gagné grâce à ses compétitions de musculation dans l'immobilier. Sa discipline de fer et sa ténacité lui ont permis d'acheter un immeuble de 6 appartements à Santa Monica avec une idée en tête, habiter dans un appartement de son immeuble pour ne pas payer de loyer. Le reste des appartements sera loué. Donc ça, c'est l'idée vraiment super. C'est vous achetez un immeuble et vous louez tout sauf un vous gardez pour vous, genre le studio ou autre, hein, si c'est votre premier immeuble. Et comme ça, vous payez déjà direct, pas de loyer, et comme ça, vous continuez. Il faut savoir que l'immeuble de rapport, c'est un bon moyen d'accélérer le processus très rapidement. Parce qu'au lieu d'acheter un appartement, vous achetez tout de suite plusieurs appartements et c'est un moyen donc d'aller beaucoup plus rapidement. Et Arnold Schwarzenegger, c'est ce qu'il a sorti dans sa biographie. Il a dit là où il y a une personne qui achète un petit truc, lui il achète direct un gros truc. Et c'est exactement ça. Au lieu d'acheter un appartement, achetez direct un immeuble. Au lieu d'acheter la petite carte, si vous jouez par exemple à Magic, vous achetez la carte la moins chère, et ben vous faites l'inverse, vous achetez d'abord la carte la plus chère. Vous inversez les choses que font les gens en temps normal et souvent c'est ça qui va vous donner, qui va vous permettre de devenir riche. Souvent les gens ils disent ouais mais je suis pas riche, mais c'est justement ça le problème, c'est qu'il faut inverser les choses. Si vous voulez devenir riche, il faut agir comme un riche et pas comme un pauvre. Alors, point suivant que j'ai noté, quand vous partez de rien, vous devez utiliser les moyens à votre disposition ici et maintenant pour commencer à investir. Alors, non, votre salaire n'est pas trop petit pour investir dans des immeubles. Alors ça, je peux confirmer, vous pouvez trouver des immeubles qui sont vraiment à très 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 bas prix dans des communes, dans la province, dans des communes très perdues. Moi, j'ai vu, le moins cher que j'ai vu, il était à 15 000 euros à peine. Alors bien sûr, s'il est aussi pas cher, c'est qu'il y a beaucoup de travaux et que ça chiffre énormément de sous pour les travaux. Mais c'est juste pas pour dire que vous trouvez des immeubles qui peuvent être vraiment pas cher du tout selon là où vous achetez. Ah, il est très 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 bien possible d'acheter plutôt des immeubles que d'acheter des appartements. Là où c'est le problème, c'est que la plupart des gens ils veulent acheter dans les grandes villes. Ah, il faut acheter à Paris, il faut acheter à Lyon, il faut acheter à Strasbourg, il faut acheter à Bordeaux. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter là-bas. C'est sûr que si vous achetez là-bas, franchement des immeubles c'est hors de prix. Et en plus de ça, votre rentabilité elle sera pas géniale. Ce genre d'endroit, c'est effectivement plutôt pour les riches quand vous voulez avoir des plus-values sur du long terme. Oui, acheter dans des grandes villes. Mais quand vous voulez des loyers, faire du cash flow tous les mois, c'est pas acheter les grandes villes qu'il faut pas acheter dans les grandes villes. Moi, dans les petites provinces et autres trucs, c'est là où vous avez avoir le moyen d'avoir beaucoup de cash flow. Alors, il y a 4 trucs, donc je vais vous lire les 3 autres. Oui, vous pouvez trouver le temps, car non, le temps que vous donnez à votre patron quand vous lui vendez votre force de travail ne vaut pas plus que votre temps personnel. En 3, il a mis, oui, vous pourrez assurer et autofinancer le bien si vous ne foncez pas tête baissée et investissez en vous formant constamment. Donc là, il est très clair qu'il faut se former, c'est vrai, si on ne se forme pas, on ne saura pas. Quoique je pense,
le point essentiel de base, c'est quand vous voyez le prix de vente d'un bien immobilier, c'est pas le prix où vous êtes obligé d'acheter. Et c'est là où tout réside de votre bonne affaire, c'est qu'il faut négocier le prix en donnant des raisons, et alors vous allez avoir une très bonne rentabilité. Et c'est là en fait que vous pouvez gagner de l'argent avec l'immobilier. La plupart des gens ils cherchent à avoir le truc direct, que tout est parfait pour l'acheter. Mais si tout est parfait, le bien immobilier ne serait pas mis en vente en ligne, hein, que ce soit Boncoin, le SoLoger, etc. Il n'y serait pas. Et même s'il y était, ça durait quelques heures, il y a tout le monde qui serait dessus, il ne serait plus là. Donc la bonne affaire, en fait, vous la créez. Tout simplement, elle se crée. Et le quatrième point qu'il a mis, vous connaissez certainement quelqu'un qui s'est lancé et qui s'est planté. Oui, ça arrivera. Et si moi, je vous disais que je connais des milliers de personnes qui se sont lancées et ont réussi. Alors ça, c'est vrai. Automatiquement, vous trouvez des gens qui se sont plantés, qui ont fait la connerie d'acheter un bien immobilier et qui se retrouvent à mettre de l'argent supplémentaire tous les mois. Mais vous connaissez sûrement aussi l'inversement des gens qui ont réussi. Ça dépend de votre vision si vous cherchez la personne. Vous voulez voir cette personne qui a réussi plutôt que celle qui n'a pas réussi. Beaucoup de gens, ils ont l'état d'esprit câblé. Ah oui, mais lui, il n'a pas réussi. Ou alors ils sont bloqués sur leur passé à cause de leur échec du passé. Au lieu d'apprendre de leur échec et d'évoluer, ils sont encore bloqués sur ce passé dont ils se sont plantés. Mais dans l'immobilier, il est très bien possible de réussir à partir du moment, comme dit, où vous négociez le prix. En général, vous arrivez automatiquement à avoir ce que vous voulez parce que soit le vendeur vous refuse, bon, pas grave, vous cherchez d'autres biens immobiliers jusqu'à un moment où vous allez tomber sur la bonne personne. Le bon vendeur, c'est celui-là qui vous créera la bonne affaire. Ça peut mettre un peu de temps, mais vous tombez, à force de faire des offres, vous finissez par tomber dessus. Autre point que j'ai noté après. Pour clôturer la première partie et avant même de parler d'immobilier, je mobilise votre attention sur le fait qu'il est important d'avoir un mindset en adéquation avec vos objectifs et vos ambitions. Si vous souhaitez investir, je vais donc vous demander de prendre de quoi noter et de répondre à ces questions sur papier. Alors, la première question qu'il a fait, c'est que souhaitez-vous réaliser? Pourquoi voulez-vous investir dans l'immobilier? Que pensez-vous que cela apportera dans votre vie? Comment percevez-vous l'investissement immobilier? Avez-vous pensé à une stratégie pour atteindre vos objectifs? Donc ça, c'était donc les 5 questions à répondre. Ensuite, j'ai mis « Personne ne fait fortune par hasard. Personne et encore moins dans l'immobilier. Les plus grands investisseurs cumulent chaque investissement et chaque investissement fait partie intégrante d'un plan érigé bien avant d'investir le premier euro. Si vous voulez être rentable et voir votre bien prendre de la valeur, vous devez le traiter en tant que tel. N'arrivez pas dans le game de l'investissement locatif en pensant que vous ferez fortune par hasard et en claquement de doigts. » Donc là, il est très clair. Il faut avoir étudié un minimum avant d'investir dans l'immobilier, sinon vous faites avoir. Et surtout, moi je dis surtout, ne suivez pas les fameux gourous, les fameux conseillers financiers qui en réalité ne savent pas comment il faut faire et surtout qui pensent surtout à leur propre intérêt souvent. Hein, donc les banquiers, etc. La plupart des banquiers ne savent pas investir dans l'immobilier. Ils investissent dans l'immobilier, mais ils ne le savent pas. Ils sont comme vous, ils investissent, ils mettent de l'argent de leur poche en plus, et du coup, ils ne peuvent pas racheter plus. Hein. Ils font tous quasiment la même erreur. Donc il faut passer votre chemin. Ce ne sont pas des experts. Il faut vraiment vous rapprocher des gens qui ont réussi. Donc celui-ci, ce type-là, apparemment, il a bien réussi. En tout cas, son mindset, pour moi, il est bon. Hein. Ce Xavier Prétéré, cette personne, il sait de quoi il parle. Et il avait quelques points qui m'ont bien plu. Et des choses que je connaissais déjà qui confirmaient, bon voilà, on a le même avis. Et ça fait toujours dans un sens plaisir, même si ce n'est pas le plus important. Donc après, il y avait un chapitre, il a expliqué plein de règles. Alors je ne vais pas mettre toutes les règles dans la partie 3, hein, d'un salaire de 1350 euros. Donc lui, il est parti de 1350 euros à millionnaire en immobilier. Alors je pense que millionnaire en immobilier, c'est un peu un gros mot pour moi. Parce que je dis, oui, millionnaire en immobilier, il ne faut pas oublier, et c'est très important, d'enlever le crédit que vous devez au banquier. Même si vous êtes rentable, si le bien s'autofinance, vous avez du cash flow, il faut aussi enlever le crédit qu'on a. Parce que c'est sûr que si on oublie d'enlever le crédit qu'on a, bah oui, c'est clair qu'on est facilement millionnaire en immobilier, mais vous le serez seulement à partir du moment où vous avez remboursé tous les crédits. Pas avant. Donc,
je trouve que c'est un très gros mot, millionnaire en immobilier, machin. Et bon, après, c'est possible qu'il l'ait, mais il l'est alors du coup à cause des formations qu'ils vont et sûrement pas directement de l'immobilier. Parce que si l'immobilier, bon, vous faites du cash flow, 300, 400 euros, 500 euros par mois, il faut faire le calcul combien de temps il vous faut pour avoir 1 million. Et ben, ça met longtemps, quoi. Euh, donc, je doute très fort qu'il est directement dans l'immobilier. Ou alors, c'est un marchand de biens. Entre parenthèses, on sait qu'il ne faut pas rentrer dans la case marché de biens, sinon c'est énormément taxé. Mais disons, le truc, c'est ça. Quand vous faites énormément de plus-value, vous achetez des immeubles, vous créez des copropriétés et vous vendez par partie, vous pouvez faire pas mal d'argent et devenir assez rapidement millionnaire. Mais de l'autre côté, si vous êtes dans la case marchand de biens, il y a tellement de taxes de l'État que c'est pas aussi facile. Mais là, oui, c'est effectivement un moyen. Mais là, du coup, vous n'êtes plus investisseur immobilier, vous êtes entrepreneur dans l'immobilier, quoi. Enfin bref, là, je ne vais pas parler de toutes les règles, je vais juste parler des notes. Ce qui était assez particulier me concernant, c'était que les gens de mon entourage avaient pour la plupart 2 à 3 fois mon salaire mensuel. Mais aucun d'entre eux n'avait pensé à investir dans l'immobilier. Dites-vous juste une chose, ce n'est pas parce que le copain des mortels ne réalisait pas une action que cela signifie que vous auriez tort de le faire. S'adresser aux personnes peu qualifiées ne ferait que ralentir votre parcours d'investisseur. Sachez à qui vous vous adressez. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personne pour passer à l'action. Donc, ici, on note bien qu'il faut faire bien attention à l'entourage, c'est vrai. Hein, pour moi, je connais plus à la base de gens qui ne savent pas investir dans l'immobilier, qui ont surtout été acheter leur résidence principale, etc., qui n'ont pas su investir, que des gens qui savaient investir dans l'immobilier. Mais il y en a aussi qui savent vraiment investir dans l'immobilier et qui font beaucoup d'argent avec les tactiques classiques. Alors, c'est pas la tactique de l'immobilier de rapport. Chez moi, il me semble dans ma famille, il y en a une personne qui fait genre saisonnier et une autre qui fait colocation pour étudiants. Donc, c'est 2 tactiques qui sont rentables. Et moi, actuellement, je m'intéresse beaucoup plus à cette histoire d'immobilier de rapport que je trouve plus intéressant pour aller plus rapidement et qui cause moins de problèmes avec les lois. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de loi, notamment avec les saisonniers. Avant, c'était bien il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est assez bordel depuis la loi Allure. C'est le souk. C'est plus tellement aussi intéressant qu'avant. Et en plus, ça donne beaucoup de temps de travail à chaque fois. Or que l'immobilier de rapport, ce ne sera pas pareil. Vous pouvez faire une location nue tout en étant de rente tous les mois, quoi. Règle numéro 2. Est-ce que vous mettez votre argent à votre service? Donc là, j'ai noté le point suivant. Les prix pour l'investissement dans des immeubles de rapport sont très variables, mais le ticket d'entrée peut être très faible et largement s'autofinancer si vous effectuez un investissement gagnant. Le but n'est pas de sortir de l'argent de votre poche. Par exemple, mon premier immeuble de rapport m'a coûté 91 500 euros pour 2 biens, dont un local commercial d'une surface de 300 mètres carrés, ainsi qu'un appartement de 40 mètres carrés. Alors ça, par contre, je noterais, ça se voit que là, quand il a acheté son premier bien, il manquait d'expérience parce qu'il a acheté un local commercial. Alors ça, c'est souvent déconseillé, il le dit lui-même par la suite, il me semble. Les locaux commerciaux, évitez. Hein. Quand vous achetez des immeubles de rapport, il vaut mieux qu'il n'y a pas de local commercial qu'avec un local commercial. De plus, il a dit que par la suite, il avait la toiture à faire, il en avait pour 60 000 euros de travaux. Donc, il avait fait des erreurs, mais c'est pas grave. Il a appris ses erreurs et après, il a continué. Et pour vous, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. On fait tous des erreurs, mais après, il faut tout le temps continuer, pas lâcher. Et c'est comme ça qu'on finira par devenir riche par de l'immobilier et qu'on pourra avoir une rente et pas en mettant de côté. Moi, personnellement, j'ai mis de côté, puis je reviens aujourd'hui. Et puis, cette fois-ci, je vais devoir y rester parce que sinon, je vais jamais avoir la rente comme je voudrais. Si chaque fois je remets de côté pour une raison ou pour une autre. Donc cette année qui vient, je suis bien décidé à commencer à acheter plusieurs immobiliers de rapport et je vais le faire, je vais y arriver. Alors, point suivant, ne parlez pas de vos projets avec les personnes qui vous soutiennent et qui peuvent vous conseiller sur les bonnes actions à mettre en place. Attends, là c'était protéger vos rêves et objectifs comme la prunelle de vos yeux. Donc la règle est très simple, ne parlez de vos projets qu'avec les personnes qui vous soutiennent et qui peuvent vous conseiller sur les bonnes actions à mettre en place. Ah voilà, donc ça règle numéro 3, c'est attention, ne pas parler d'immobilier avec des personnes qui ne vous soutiennent pas. Règle numéro 4, éliminez les personnes néfastes et ne conservez autour de vous que les personnes positives. Alors moi je ne suis pas 100% radical sur ça, d'éliminer toutes les personnes
les personnes néfastes, de les éliminer complètement pour garder que des personnes positives. Je suis seulement d'avis qu'il faut réduire le temps passé avec ces gens. Je trouve qu'on ne peut pas aller jusqu'à couper des ponts avec sa propre famille sous prétexte qu'ils sont pas la même vision des choses. Pareil pour des amis d'enfance, etc. Couper complètement les ponts, c'est abusé. Mais par contre, effectivement, il va falloir réduire drastiquement le temps que vous passez avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous parce que ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Règle numéro 5, entourez-vous des personnes qui croient en vous et en vos rêves ou des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Là, j'ai mis une note. Néanmoins, si vous avez un petit budget, vous ne devez pas attendre avant de vous lancer et une place. Néanmoins, si vous avez un petit budget, vous ne devez pas attendre avant de vous lancer et une place de parking pourra être votre porte d'entrée dans le milieu. Vous l'aurez compris, je me suis lancé avec une place de parking, mais pas tout à fait. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il a commencé avec une place de parking, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui ont fait ça, les places de parking. Hein. Cédric Yannisset, par exemple, a aussi commencé par une place de parking avant de créer son empire immobilier. Alors moi, personnellement, la place de parking, je ne l'ai pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire du tout. Mais pourquoi pas? Il y a des gens qui peuvent commencer petit, mais je préfère cette fameuse vision d'Arnold Schwarzenegger, c'est tout de suite acheter en gros. Au lieu d'acheter la petite place de parking, acheter un immeuble de rapport, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Et si vous l'avez déjà complètement loué et tout, vous pouvez tout de suite enchaîner les suivants, etc. C'est beaucoup plus rapide. Selon mon point de vue. Bien sûr, après, il faudra rattraper parce qu'il faudra faire les travaux à chaque fois que les locataires y sortent et tout. Mais c'est quand même un moyen d'aller bien plus rapidement. Surtout quand vous avez déjà un certain âge comme moi, que vous n'avez plus 20 ans, c'est bien de pouvoir trouver des solutions pour rattraper le temps perdu. Après, j'ai aussi noté toujours faire une offre démesurée pour obtenir une bien meilleure offre que vous n'espérez. J'ai pris 2 semaines pour avaler la pilule, mais c'était aussi le prix de ma première formation sur la négociation. Je devais maintenant me concentrer sur autre chose. Maintenant que je gagne 100 euros de plus par mois, j'ai forcément augmenté mes chances d'investir dans l'immobilier. Donc oui, effectivement, les offres, vous pouvez y aller agressivement. Vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, il vous fait une contre-proposition, etc. Donc, de la même façon, quand vous mettez quelque chose en vente, vous mettez toujours un peu plus cher parce que vous savez que le gars, il va baisser le prix. Bah, vous faites pareil quand vous faites une offre dans l'immobilier. Vous demandez toujours un petit peu moins cher que ce que vous voulez vraiment. Parce que souvent, il va avoir une contre-offre. Et cette contre-offre, et bah, du coup, ça passera comme au prix à peu près que vous voulez. Donc, il faut toujours demander un peu moins cher. C'est le même principe. Hein. Vous prenez juste les choses comme d'hab à l'envers. Et vous auriez finalement au prix que vous voulez, comme dit. Règle numéro 6, attention à la surinformation. Donc là, lui-même le met à l'avant. C'est pas la peine de passer trop de formations ou de livres avec tout le monde. À un moment, il faut se lancer, quoi. C'est là où on vous apprendrait vraiment beaucoup. C'est de vos propres erreurs, pas celles des autres. En général, vous les lisez et puis ça va vous sortir de l'autre côté. Hein. Ensuite, j'ai noté ce que vous devez retenir ici, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous rencontrez des difficultés, des barrières, des freins ou autres, vous ne devez jamais lâcher. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas lâcher, même si vous avez votre premier bien immobilier, vous n'avez pas réussi à l'avoir, bah c'est pas grave, continuez, vous finirez par en trouver un autre. Pareil, le banquier, ça ne marche pas, votre banquier où vous êtes, et ben continuez chez d'autres banques, vous finirez par trouver une banque qui vous accepte. Le suivant, point noté, si vous demandez à un membre de votre entourage s'il connaît un entrepreneur pour réaliser vos travaux, il est probable qu'il vous dise non. A contrario, si vous lui demandez s'il connaît un électricien, un plombier ou autre, vous augmentez vos chances d'avoir une réponse positive. Trop de personnes me disent qu'elles n'ont pas de contact d'entrepreneur, mais vous devez utiliser vos contacts afin de faire jouer la bonne vieille méthode du bouche à oreille. Je vous assure qu'elle est encore très efficace, il n'y a rien de mieux que de se faire recommander. Un mois plus tard, l'appartement était enfin terminé. Bon, pour ça, à la limite, hein, aujourd'hui avec Internet, c'est très facile de trouver des artisans, c'est pas compliqué, mais effectivement, si vous demandez effectivement s'il connaît un entrepreneur, il y a grande chance qu'il vous dise non. Mais si vous lui donnez un spécialisé, ouais, effectivement, électricien, maçon ou autre, c'est plus, il va sûrement vous dire qu'il trouve quelqu'un. Bon, pourquoi pas le faire comme ça, mais sinon facilement, vous trouvez facilement des artisans sur Internet sans problème. Il y a des sites qui font des comparatifs et tout, c'est très facile. Hein. Point suivant que j'ai noté. Vous devez toujours avoir une solution de repli dans l'immobilier. 2 artisans minimum, 2 notaires, plusieurs agents immobiliers qui bossent pour vous, etc. Alors ça, c'est aussi vrai si vous voulez gagner du temps et tout, pas perdre de temps plutôt. C'est bien d'en avoir plusieurs et de ne pas être resté bloqué sur une seule personne.
Encore là, c'est facile, hein, vous trouvez facilement. Avec le banquier, c'est peut-être un peu différent. Attention, si vous avez trouvé un banquier qui vous finance les projets, passez-le toujours en priorité jusqu'à vous disent oui, mais essayez d'aller voir ailleurs une autre banque parce que bon, pour cette année, hein, ça suffit quoi. Hein, parce qu'au bout d'un moment, quand vous enchaînez les biens, est-ce qu'il paraît, moi je ne l'ai pas fait par expérience, je ne peux pas vous le dire, mais est-ce qu'il paraît que quand vous abusez, souvent le banquier il va vous demander voilà, soit d'attendre, soit d'aller à une autre banque pour continuer, de revenir plus tard parce qu'ils ne veulent pas. Ils vous financent des biens, mais à un moment, ils vont demander de mettre une pause. Donc, si vous demandent d'attendre, c'est pas génial. Mais s'ils vous demandent, ils vous disent eux-mêmes d'aller voir ailleurs pendant un temps, là, au moins vous avez un feu vert, mais ne faites pas le coup si celui-ci vous suivez au départ, quoi. Parce que sinon, il va pas vous suivre de nouveau plus tard, et donc c'est dommage, quoi. Vous avez perdu, vous devez de nouveau rechercher un autre partenaire, c'est une perte de temps. Il faut que vous voyez le banquier comme un partenaire. Ensuite, point suivant. Soyez d'accord, quand on fait de l'investissement locatif, le but est de générer du cash flow positif et surtout pas de cash flow négatif. Je sais que je viens de toucher une corde sensible chez certains en disant cela. Les personnes qui ont investi dans les programmes de défiscalisation type Pinel, Borloo, etc. Il y en a beaucoup, hein, chez moi, dans ma famille, il y en a qui ont fait ça. Et après, ils ont dit, ouais, plus jamais je vais faire de l'immobilier et tout, parce qu'ils voulaient juste une rente pour leur retraite. Et ils ont fait ces conneries d'acheter un bien immobilier et après d'avoir du surplus à donner tous les mois. Et puis finalement, au bout de quelques années, ils ont abandonné. Hein. Et c'est tout à fait normal, quoi. Mais c'était leur achat sur le moment qui était une erreur et ils n'ont pas appris de cette erreur. Hein. Quand vous achetez de l'immobilier, il faut que vous rentrez du cash flow directement. Il faut négocier le prix. C'est ça qu'il faut voir. Il faut négocier le prix, trouver toutes les raisons qui permettent de vous faire baisser le prix pour avoir votre bon rendement où vous êtes sûr d'avoir du cash flow. Parce qu'après, la banque ne vous prêtera plus pour un prochain bien. Et en plus de ça, ça vous met une pression. Hein. Quand vous avez des crédits qui sont négatifs, vous ne rentrez pas plus d'argent, ça vous met de la pression. Hein. Moi, je connais ça avec l'entrepreneuriat, les crédits. Bon, j'en ai fait quelques-uns à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais plus pour l'entrepreneuriat parce que je sais que c'est des conneries. Le problème, c'est si tu pas au niveau de faire le crédit pour avoir plus d'argent pour mettre en avant votre entreprise. Le problème se situera au niveau des clients. Mais moi, ça, c'est un peu différent. Hein. Le seul cas où on fait des crédits, c'est dans l'immobilier où vous êtes sûr d'avoir du cash flow. Sinon, tous les restes, faire des crédits, c'est pas la peine. Hein. Donc, moi, je suis pas aussi radical que MJD Marco, malgré que j'adore cet auteur. Hein. J'en parlerai d'ailleurs de nouveau de son nouveau livre qui va sortir. Qui est sorti, son deuxième livre est vraiment excellent, mais il a un état d'esprit, le gars, c'est trop fort, quoi. Mais ce sera pour une autre vidéo. Hein. Je vous invite vraiment à voir ce que MJ DeMarco a dit dans L'autoroute du millionnaire. Et le nouveau livre, c'est non au script, et c'est trop fort, quoi. Donc après, le prochain point que j'ai noté, en un an, j'ai visité plus de 170 immeubles. Donc là, il dit qu'en un an, il en a visité des immeubles pleins. Alors moi, je suis pas forcément de cet avis d'en visiter tellement. Pourquoi? Parce que c'est aussi du temps que ça prend. Que les agents immobiliers, quand vous achetez pas, ils en ont marre. Au bout d'un temps, ils vous appelleront plus. Bon, vous pouvez les relancer, etc. Mais voilà, visitez quand même seulement les biens qui sont susceptibles d'être intéressants. Perdez pas votre temps à en voir trop. Mais d'un autre côté, ce qui voulait surtout dire, c'est que vous allez avoir l'œil pour savoir quand c'est une bonne affaire ou pas à force de visiter. Il faut en visiter beaucoup. Mais de l'autre côté, voilà, cassez pas les gonds, ne mettez pas les agents immobiliers sur le dos alors que vous en avez besoin, quoi, en leur faisant perdre leur temps. Et le vôtre aussi. Ça, c'est mon point de vue parce que moi j'ai fait ça, puis bon, après il fallait de nouveau le courir après et tout, puis voilà. Alors que si vous dites tout de suite non à des biens qui vous proposent qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, ça marche mieux, quoi. Ensuite, le point suivant, je m'adresse aux personnes qui sont comme je l'étais autrefois et qui ne savent pas planter un clou et qui n'y connaissent rien en travaux. Vous devez vous engager pleinement à visiter minimum 10 immeubles par mois si vous souhaitez en acheter un. Alors écrivez cette phrase. Je m'engage pleinement à visiter 10 immeubles de rapport par mois minimum. Je m'engage, prénom et nom, à poser un maximum de questions à l'agent immobilier ou au vendeur, même si j'ai l'impression d'être bête. Je m'engage à réussir mon investissement et je m'en donne les moyens. Donc ça, c'est pas mal comme point à se dire. Bien entendu, il faut prendre l'habitude de voir les biens, de poser des questions à l'agent immobilier, etc. Mais encore une fois, si c'est tout le temps le même agent immobilier et que vous n'achetez pas, à un moment, il en aura marre, quoi. Donc je ne sais pas exactement comment il a fait pour voir autant de biens immobiliers que des agents l'ont suivi, mais bon, à un moment, il disait qu'il
Je sais qu'en dehors, dans sa chaîne YouTube, il a dit oui, il visitait dans toute la France. Donc je pense qu'il a quand même énormément d'agents immobiliers différents qu'il a rencontrés. Mais attention, voilà, ne faites pas trop perdre le temps à l'agent immobilier, ni le vôtre d'ailleurs, je pense. Mais au début, effectivement, il faut voir plein pour pouvoir détecter les bonnes affaires. Ne vous fiez pas au nombre d'habitants, c'est aussi une erreur de débutant. La plupart des investisseurs néophytes que je rencontre me disent que je suis fou d'investir dans des si petites villes. Il y a une chose à prendre en compte, partout dans le monde, les gens ont besoin de se loger. Sinon, il n'y aura que des capitales dans le monde et aucune petite ville. Même au fin fond de l'Amazonie, il y a un chef de tribu qui loue des petites cases en pile et il ne connaît pas la vacance locative. Alors là, c'est aussi le point que je me suis déjà dit. C'est moi, j'ai trouvé des biens qui étaient rentables déjà à 10%. Avec seulement 200 habitants dans la commune. Je me dis, c'est vraiment hyper petit. Mais d'un autre côté, putain, le vendeur, il a quand même réussi à remplir l'immeuble. De 4 appartements ou de 6 appartements, le truc est complètement loué. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment si inintéressant d'acheter ce genre d'immeuble? Parce que vous voyez ces genres d'immeubles pendant des mois et des mois, personne n'achète. Alors il est vrai qu'à 10%, je ne le prendrai pas au niveau rentabilité parce qu'on n'est presque sûr on n'aura pas de plus-value. Même sur du long terme, surtout que c'est souvent des villes qui chutent en nombre d'habitants. Mais par contre, j'ai commencé à me poser des questions sur les gens, mais pourquoi ils habitent dans des villages plutôt que dans des villes? Et souvent la réponse était assez truc, c'était les gens qui habitent souvent dans des villages, c'est en rapport souvent avec la copine. Et alors je me suis dit, mais pourquoi la copine avait à tout prix rester dans ce petit village et tout ça? Et puis c'est là que j'ai compris, en fait c'est à cause de la famille. C'est simplement la famille, parce que moi j'ai une belle-sœur qui a fait ça, elle a voulu rester dans son petit village. Et elle ne voulait pas bouger. Alors mon frère il est resté donc dans ce village, il habite du coup dans ce village. Et c'est ça qui m'a fait comprendre ce truc tout bête, c'est que si, il y aura toujours des gens dans des villages parce que ils veulent rester près de leur famille. Il n'y a pas tout le monde à 100% qui va partir. Ah oui, il y a une bonne partie, mais c'est pas à 100%. Donc on pourra toujours louer même dans des petits endroits. Mais attention, voilà, si un locataire y part, à mon avis, le locataire, on risque de mettre beaucoup de temps à le trouver ou pas. Parce que j'ai fait un test sur une de ces petits villages de 200 habitants. Et puis tout d'un coup, j'ai vu, tiens, il y a un gars qui a mis 2 appartements en location à louer. Les annonces sont restées une dizaine de jours, elles sont parties. Il y avait seulement 200 habitants. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est une fausse annonce qui a été faite, que le gars il voulait tester pour voir si ça marchait ou pas? Ou c'était vraiment une personne qui avait voulu louer ces 2 biens immobiliers? Mais apparemment, les 2 annonces étaient parties assez rapidement, en une dizaine de jours, malgré qu'il n'y avait que 200 habitants dans la commune. Il n'y avait par contre pas de concurrents. Ça aussi, il faut le voir. Vous allez avoir moins de concurrents. Si plus vous êtes dans une petite commune, plus moins il y aura de concurrents comparé aux grandes villes. Donc ça, c'est un point positif. Hein, il y a les 2 points. Et c'est pour ça que moi, je me dis, ce genre de bien, c'est peut-être comme intéressant. Peut-être ça vaut la peine d'essayer. Possible que perdre de l'argent ou pas. Bon, après, il y a des trucs aussi pour augmenter la valeur sur la plus-value. Si vous créez une copropriété et vous revendez par partie les pièces de l'immeuble. Acheter des immeubles complets et les vendre en petites parties vous permet d'augmenter la valeur. Et donc de gagner, d'éviter la perte, ou du moins de pouvoir gagner du cash flow. On ne parle même pas de perte. Pour éviter la perte, de toute manière, elle se fait déjà au départ. Vous proposez quelque chose, genre, au lieu de voir une renta de 10, moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas viser une renta de 20 carrément et voir comment il réagit. Il refuse, tant pis, il accepte, ok, je suis sûr d'avoir une plus-value si je revends le lendemain. En faisant un truc à moins 50%, je serais très surpris que j'arrive pas à me débrouiller, à avoir une plus-value, même si je mets un peu de temps à vendre. C'est à tester. Ça, c'est mon point de vue. Après, le point suivant que j'ai mis, c'est la vacance locative ne dépend pas de la taille de la ville, ni même de la quantité d'habitants. Elle dépendra uniquement des prestations que vous apporterez au logement que vous allez proposer à la location. Si vous offrez des prestations de qualité, vous allez attirer des locataires de qualité. Et vous ne connaîtrez pas de vacances locatives. Alors ça, c'est vrai. Si votre bien immobilier est bien entretenu, il y a des chances que le gars, il reste là où il est. S'il est mal entretenu, il va sortir. Et c'est pareil, quand vous achetez quelque chose qui est déjà loué, un bien déjà loué, un immeuble, cherchez avec les locataires, déjà voir si leur profil est bon, mais si leur profil est bon, vérifiez, cherchez à savoir qu'est-ce qui leur cause problème et réparer ce qui ne va pas.
Si vous faites ça, il y a grande chance qu'ils restent là où ils sont et qu'ils ne vont pas chercher à sortir de là où ils sont parce qu'ils vont être contents, ils ne vont pas avoir envie de sortir. Dans l'autre cas, ça va les pousser à sortir malgré que le changement leur cause problème. Mais le truc, c'est ça. Donc, cherchez avec le locataire à leur donner ce qu'ils veulent pour qu'ils restent là où ils sont. Quand vous achetez des immeubles de rapport, souvent, c'est pour du long terme, vous ne voulez pas qu'ils sortent. Donc donnez-leur ce qu'ils veulent, comme ça ils restent là où ils sont, parce que sinon il faut rechercher un locataire, c'est pas facile, surtout si la commune elle fait moins de 500 habitants, c'est clair que ça va être chaud quoi. Donc il vaut mieux leur donner ce qui est bon pour eux. Si vous regardez les annonces immobilières, de manière générale, les logements qui sont proposés sont impersonnels et n'ont aucun cachet. Mur blanc, lavabo blanc, premier prix, etc. Pour cause, certains investisseurs oublient de créer le coup de cœur. Vous devez créer le coup de cœur pour louer. Alors ça c'est vrai, souvent les biens immobiliers sont remis à neuf, mais ils sont tout blancs. Et souvent, juste pour moi, la petite ampoule qui pend, rien que ça, je trouve que c'est pas joli quand ils mettent ça sur la photo et ça a peu de chance d'être vendu. Par contre, vous mettez juste tout de suite une belle lampe, hein, au lieu d'avoir une ampoule qui pend, bah, c'est sûr que vous démarquez déjà par rapport à votre concurrent uniquement pour ça. Vous peignez un mur ou même juste une bande, une couleur, en rouge, en vert, en bleu, qu'importe, bah vous faites une différente et ça fait un coup de cœur. Et ça coûte quasiment rien, hein, une bande de couleurs sur un mur, ça change déjà tout. Après, vous faites les photos par un photographe et encore une fois, tac, vous avez encore plus de valeur que les autres. C'est pas si difficile que ça parce que la plupart le font pas, même s'ils le lisent, ils osent pas le faire. Alors que si. Ce genre de petits trucs, ça joue énormément. Ensuite, on a, si vous n'avez pas d'entrepreneur sous le coude, il vous suffit d'aller dans un magasin de bricolage et de faire un devis de 8000 euros de matériaux. Alors ça, ils disent pour estimer les travaux, effectivement, il faut que vous avez des papiers en main, sinon les banquiers, ça va pas leur plaire. Donc si vous n'avez pas d'artisan, n'hésitez pas à aller directement dans le truc de bricolage pour pouvoir faire un devis des travaux et comme ça, vous pouvez donner ça à la banque. Hein. Voilà. Donc, votre travaux, elle est importante même quand c'est déjà loué, hein, parce que quand les locataires y sortent, il faut penser qu'il faudra faire les travaux. Donc, n'hésitez pas à la prévoir dès le départ. Règle numéro 9, là, on était... N'attendez pas que ce soit parfait. Faites et ajustez ensuite. Cet immeuble, je l'ai acheté en nom propre, car à cette époque, je n'étais pas formé sur la fiscalité. Je n'ai cessé d'apprendre depuis. Je me suis entouré d'avocats fiscalistes et de bons comptables pour optimiser mes investissements. Alors ça, c'est un truc de base, effectivement. Attention, la fiscalité, ça joue. Selon ce que vous faites, vous allez pouvoir défiscaliser ou pas. En général, le mieux, c'est de faire les SCI à l'IS, mais ça dépend de votre situation. C'est pas forcément le truc classique location meublé non professionnel qui est le mieux, selon votre situation. Et le plus simple, c'est effectivement prendre un comptable et il vous dira qui est spécialisé là-dedans, avocat spécialisé dans l'immobilier, etc. Et eux, ils vont vous dire quoi faire. Afin d'éviter de rentrer dans les délais trop longs dans la négociation avec mes homologues, j'ai précisé que mon offre était valable 72 heures au-delà desquelles je laisserai tomber ce bien. Quand vous faites une offre un peu musquée, mettez une date limite, créez l'urgence. Alors ça, de toute manière, il faut mettre une date parce que sinon vous allez attendre longtemps et ils vont pas vous répondre. Il faut toujours leur dire voilà, une date limite 72 heures. Merci de me répondre au bout de 72 heures. Sinon voilà, la raison. Parce que sinon, vous obtenez souvent pas de réponse et vous attendez bêtement sur la personne. Mettez une date. Comme ça, vous avez une réponse. Ensuite, point suivant. Lors de mon rendez-vous avec ma nouvelle banquière, je lui ai exposé mon projet d'investissement massif et sa réponse a été la suivante. Monsieur Prétiri, tant que vous ramenez des projets comme cela, on pourra vous suivre. Dans ma tête, j'ai eu les multitudes d'achats que j'allais réaliser dans les prochains jours. Ah, tu m'étonnes. Je me suis remis à acheter des biens le soir même. 2 mois plus tard, je suis tombé à une annonce digne de ce nom, un immeuble de 4 appartements affiché à 230 000 avec des revenus locatifs de 25 400 euros par an. Alors il faut savoir, quand vous achetez des immeubles, ils vous disent des choses par an et non par mois. C'est assez curieux. Bon, après, vous faites la division par 12 et vous savez ce qu'il en est. Donc ça, c'est bien. Si vous trouvez une banquière comme ça, il faut la garder et continuer de travailler avec. Vous allez pouvoir, elle va vous enrichir à gogo, hein, quand elle vous dit ça. Hein. Quand vous faites des opérations immobilières, vous devez faire attention à chaque élément que vous soyez acheteur ou vendeur.
Donc, quand vous faites des opérations immobilières, vous devez faire attention à chaque élément, que vous soyez acheteur ou vendeur. Ça, c'est vrai, il faut tout analyser. Donc, il faut avoir des checklists et vérifier. Après ce long périple, ma banquière demanda de calmer les choses et d'attendre quelques mois avant d'investir de nouveau. Malheureusement, ce n'était pas mon point, donc j'ai réfléchi à une autre façon de me faire financer mes projets d'investissement immobilier. Donc là, effectivement, là, au bout d'un moment, la banquière va vous dire stop. Donc là, il va falloir, soit vous allez voir ailleurs, soit vous essayez de passer encore un. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est acheter sa résidence principale, parce que du coup, la banquière, elle a dit, ah oui, mais ça, c'est quelque chose de différent. Du coup, elle était d'accord pour continuer. Vu que lui, il voulait pas rester bloqué. C'est vrai que c'est pas bête. Vous faites le coup d'acheter soi-disant votre résidence principale et comme ça, le temps, il n'est pas bloqué parce que vous voulez continuer de gagner de l'argent. Après, j'ai pu négocier 10 000 euros et surtout des avantages en nature. Non, je vous vois venir. Ce n'est pas ça. Ce que j'appelle des avantages en nature, j'ai demandé au vendeur de vider les combles, de me faire un ménage complet de l'immeuble, de me nettoyer les murs au Karcher, de tailler les arbres aux alentours et les buissons qui le méritaient. Quand la négociation est difficile, vous devez passer aux avantages en nature. Ça, c'est effectivement pas bête. Soit vous demandez à garder des choses qui étaient dans l'immeuble, soit vous demandez à enlever des choses dans l'immeuble que vous n'avez pas besoin et ça vous fait économiser de l'argent. Du temps et de l'argent si c'est lui qui le fait. Point suivant, vous êtes noté par les banques. Si vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, une assurance chez eux, un forfait téléphonique ou autre, vous avez de l'ancienneté. Votre dossier sera beaucoup plus favorable. Et ça, effectivement, souvent j'avais lu l'inverse, mais en réalité, non. Si vous êtes déjà sur la banque, vous avez pris le téléphone, l'assurance voiture, etc., vous serez souvent mieux vu par cette banque parce que vous avez de l'ancienneté. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre les choses sur la banque ou à mettre vos revenus sur la banque si vous le demandez. Si c'est juste ça qui vous demande, pourquoi pas. Ce serait débile de passer à côté alors que c'est le banquier qui va vous permettre de vous enrichir. Sans le banquier, vous n'avez pas de crédit, donc vous n'avez pas d'immeuble, donc pas d'argent tous les mois. Sachez une autre chose, ma banquière m'a suivi pour ces opérations car le jour où elle m'a dit que si je ramène des opérations comme ça, ils pourront toujours me financer. J'ai tout pris chez eux. Assurance, voiture, forfait, téléphonique, assurance, habitation, évidemment, l'assurance de mes yeux, un compte LDD, tous mes fonds étaient chez eux. Donc lui, il dit clairement, et ça c'est lui qui m'a surpris, parce qu'il a dit, il prend vraiment tout chez eux, et c'était très incroyable, hein. J'ai trouvé ça incroyable. C'est le point que j'ai noté, j'ai trouvé vraiment bien, parce que moi j'avais tout quitté, tout mis en ligne et tout, mais c'est pas forcément une bonne chose, c'est assez difficile d'acheter. Avec les banques en ligne, vous ne pouvez pas acheter d'immobilier, il vous faut une banque physique. Et donc ça, j'ai noté, c'est le truc qui m'a le plus plu dans le livre. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors je vais vous la faire en deux parties, donc on va se retrouver dans la suite de la vidéo. C'est possible que je vous l'assemble. À voir. Allez, bye.